Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Raphaël. Raphaël avec qui va nous raconter en fait son parcours professionnel et plus spécifiquement sa reconversion qui a été très progressive. Donc pour l'instant, moi, j'en sais rien. Je vais vraiment découvrir avec vous. Voilà, bonjour Raphaël. Bonjour Asna. Merci Alors, de prendre du temps déjà pour cette interview. merci à toi de m'interviewer. Avec plaisir. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Très bien. Donc, je m'appelle Raphaël Diaz, je suis formateur donc, du coup technico-commercial. J'accompagne des directeurs techniques ou des PDG sur la partie commerciale vente. Ok. J'ai eu un parcours très progressif avant d'être coach et formateur, où effectivement, j'ai d'abord été ingénieur, ensuite j'ai été directeur commercial, ensuite j'étais entrepreneur, ensuite j'ai navigué entre des allers-retours entre entrepreneur et reprise de CDD ou de CDI, puis de nouveau entrepreneur, Ok. avant d'avoir vraiment aujourd'hui, depuis quasiment 2 ans, une activité qui tourne et sur laquelle je suis à temps plein, quoi. Ok. Donc, ton activité principale, c'est le fait d'être coach formateur, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, je suis coach et formateur donc, pour les dirigeants d'entreprise sur la partie développement commercial principalement. Ok, très bien, parfait. Donc, le cœur en fait de mes interviews généralement, c'est par rapport justement à l'activité professionnelle, par rapport à la reconversion professionnelle, que ce soit dans le monde du salariat, c'est-à-dire de salarié à le fait de rester salarié, mais dans un domaine qui nous fait vibrer, ou le fait d'être salarié et de partir sur le mode entrepreneur. Mhm. Toi, tu m'avais dit en fait que le fait que tu as fait ta reconversion, mais d'une manière très progressive, justement, tu as parlé là, tu m'as dit, c'est par rapport tu étais CDD, CDI, enfin voilà, tu as fait plusieurs phases en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, j'étais ingénieur. C'était mes parents qui m'avaient beaucoup poussé à être ingénieur. Quand j'étais jeune, je me rappelle très bien que moi, j'avais un bac S, mais avec des matières littéraires. Alors, j'ai eu 9, 10 en physique, 9 en SVT et 8 en maths, je crois, un truc comme ça. Mais comme j'avais genre 16 en histoire, 17 en langue vivante, espagnol, anglais, 19 en philosophie, je crois, j'ai eu. Donc, en fait, sur les matières littéraires, m'ont permis d'avoir un bac S. C'est quand même déjà Ok, assez paradoxal dès le début. ouais, Et c'était mes parents qui m'avaient poussé vers un bac S parce qu'ils s'étaient dit que c'est là où on trouverait le plus de travail. ouais, Suite à ça, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, je crois, un peu comme tous les enfants à l'époque. Et du coup, on m'a dit, le plus simple, c'est que tu sois ingénieur. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait ingénieur, mais ça n'a jamais été une décision personnelle. Je crois hmm, que moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la littérature. J'aime toujours d'ailleurs, hein. J'aimais beaucoup tout ce qui est poésie littéraire, ça me plaisait beaucoup. D'ailleurs, j'écris toujours énormément, mais ah, pour mon plaisir, du coup. Voilà. Peut-être qu'il ok, faudrait peut-être que j'en fasse un bouquin ou quelque chose. Faut que je réfléchisse. Tu vas ouais, peut-être m'aider à ça. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment ce diplôme d'ingénieur. Je me rappelle que j'avais même envie d'arrêter quand j'étais en bac plus 4, donc presque à un année de diplôme d'ingénieur. Mais il y avait ce truc des syndromes des couilles bloquées, comme j'appelle ça. C'est-à-dire, ok, tu as déjà fait tout ça, il ne te manque plus que ça, vas-y, termine quand même si tu n'aimes pas ça. Même ouais, si tu fais des études que tu n'aimes pas, bon, En fait, je ne regrette pas, parce que aujourd'hui, moi, j'ai un état d'esprit plus émotionnel, un peu plus intuitif. ok, Le monde de l'ingénierie m'a appris à me cadrer, à être. Et en fait, ce qui est très drôle, justement, ça, c'est peut-être un conseil que je pourrais déjà donner à tes auditeurs, c'est que quand j'ai commencé ma carrière de coach, je voulais vraiment montrer juste le côté coach formateur. hmm, Et ce qui m'a aidé à trouver des clients et à avoir mes premiers clients, c'est justement de dire je suis coach, mais avant j'étais chef de projet ingénieur. Parce que d'accord. en fait, les gens qui étaient mes premiers clients, c'est parce que moi j'ai été comme eux avant, qui Hmm. s'identifiaient à moi et qui m'ont contacté. Donc déjà le fait de mettre en avant son parcours plutôt que de voir l'effacer quand on change de profession, je pense que c'est un truc que moi en tout cas j'ai retenu. Ok. Et alors je sais aussi comment j'ai switch, et pour terminer l'histoire, j'étais ingénieur pendant quelques années, là où j'ai eu beaucoup de chance, enfin, je me l'ai provoqué la chance, hein. C'est que j'ai travaillé au Panama, en Amérique latine, pendant 2 ans comme chef de projet, Ok. et sur le métro du Panama, donc chez Alstom, très belle boîte, j'avais un super manager, rien à dire, mais je ne me sentais pas épanoui. Alors quand je faisais un peu de management, j'aimais bien ça, Mhm. mais 80% du temps, même le management, c'était quand même
orienté sur les logiciels et la programmation. Et ça faisait pas tellement sens pour moi enfin voilà, les métros, j'en avais un peu rien à faire. Enfin voilà quoi. Et donc à un moment donné, je me rappelle que j'ai eu une réunion avec le PDG, là, le directeur général de la structure qu'on avait là-bas, qui a pas mal de goden, qui a un ordinateur, qui est devant moi, et qui me dit, tu vois, tu peux rester une année de plus si tu veux, Raphaël, et tu verras, si tu bosses bien, tu termineras comme moi. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas terminer comme toi. Je ne veux pas du tout terminer comme ça, à 80% de ma journée sur mon ordinateur et tout ça, avec le ventre et pour rien. Enfin, bon, bref, donc c'est pour la blague, mais en gros, ça m'a fait un déclic. Je me rappelle que toute ma famille, mes parents, mon grand-père, tout le monde me disait, mais pourquoi tu te casses? Et j'ai décidé de me casser pendant 1 an à voyager tout seul en Amérique latine, aussi parce que j'avais gagné de l'argent pour ça, hein, quand même. Parce que j'ai dépensé quasiment tout ce que j'avais gagné en 2 ans en 1 an de voyage. Mais bon, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, donc je ne regrette pas. Okay. Et après, quand je suis revenu en France, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose qui soit plus sur le commerce ou la relation humaine, en tout cas. Et en fait, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille, où j'ai fait un diplôme. Enfin, je suis rentré dans une boîte à la base où je voulais juste être ingénieur. Et puis, dans le milieu de l'ingénierie, on a ce qu'on appelle les SS2I, c'est-à-dire des sociétés qui vendent de la prestation d'ingénierie, c'est-à-dire ils vendent des ingénieurs à d'autres, enfin, ils vendent des hommes-jours, enfin des. Ouais, ouais. Donc, bon, j'ai travaillé pour une société comme ça, sur lequel j'adhère pas tellement en termes de valeur, mais sur lequel j'étais directement positionné comme directeur commercial. Puis on parlait de burn-out à un moment donné dans nos échanges. Puis là, ils m'ont mis un poste où je devais gérer plus de 30 personnes qui, en plus, visiblement, ne travaillaient pas dans le management, puisqu'on était tous dans la compétition, mentalité très. Et pour reprendre l'expression que j'utilise souvent en parlant de cette histoire, c'est que j'étais le mouton dans la louverie. C'est-à-dire, il n'y avait que des mecs qui étaient en mode chacun pour soi. Et moi, j'étais le seul con, entre guillemets, à me dire je vais essayer de faire travailler les gens ensemble, machin. Puis, il m'avait donné un poste où en fait, les gens ne comprenaient pas parce que mon chiffre d'affaires était basé sur le leur, sauf qu'eux, ils étaient dans un truc où chacun a son chiffre d'affaires et veut augmenter. C'est un peu la cata. Et donc, du coup, mission impossible, comme souvent dans les burn-out, c'est quand on a des choses qui ne sont pas réalisables. Et moi, j'étais, jusqu'à maintenant dans ma vie, j'avais eu mon diplôme d'ingénieur, j'avais réussi à voyager au Panama en VIE, j'avais toujours eu ce que je voulais. Et j'avais cette idée dans ma vie que tant qu'on fait des efforts, on finit par obtenir ce qu'on veut. Donc, en fait, là, cette fois-ci, non, parce que j'ai fait des efforts comme un ouf. Je terminais à l'hôpital à 2h du matin. Avec, donc, ça m'a foutu un bon coup d'arrêt. Et donc, juste, excuse-moi, donc, quand tu as quitté l'entreprise où tu étais auparavant, ou quand le boss t'a dit tu vas voir, tu vas me ressembler si tu continues. Donc là, tu as quitté. Et donc, du coup, quand tu as dit, parce que tu n'étais pas épanoui en fait dans cette expérience-là, donc toi, quand tu as quitté, tu avais l'idée tu cherchais ton épanouissement au travers d'une nouvelle activité. Là, j'aurais eu besoin de toi en fait à ce moment-là, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais ce que j'étais sûr, c'était qu'ingénieur, ça ne m'allait pas. D'accord. Enfin, chef de projet, pour le coup, je n'étais pas ingénieur, je ne faisais pas que de l'informatique, je dirigeais aussi une équipe, mais bon, c'était de l'informatique quand même. Donc, de l'informatique, en fait, tu savais que tu voulais plus de l'informatique parce qu'en fait, ça ne t'épanouissait pas. Et donc, tu es allé vers le monde des SS2I. Et donc, du coup, tu étais… voilà, de toute façon, tu cherchais une nouvelle opportunité, en fait. C'est ça. Alors, en fait, ce n'était pas exactement que je suis allé dans le monde des SS2I. J'avais d'abord voyagé 1 an, où là, pour l'instant, je n'avais rien fait du tout. Et ça, franchement, je m'étais fait clairement engueuler par toute ma famille, comme je te disais. Mais j'avais envie de prendre un temps de réflexion. Je pense que d'ailleurs, ce temps est salvateur parce que quand tu voyages seul, en plus, pour le coup, tu as des heures où tu passes seul dans le bus ou dans le métro, où tu redéfiles toute ta vie dans ta tête. Bon, bref. Ouais. Et j'avais besoin d'un temps d'introspection. J'avais besoin de ça, je crois, à ce moment-là. Ouais, super. Ouais. Mais après, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, en fait, j'ai postulé à des trucs d'ingénieur plus management encore. Mais en fait, j'avais une RH qui a vu que j'avais quand même des qualités de chat. Je suis un grand parleur, moi, comme tu peux le voir dans cette interview. et du coup, elle m'a dit tiens, est-ce qu'on ne voudrait pas rencontrer plutôt mon chef et tout. Ensuite, le chef m'a présenté carrément le PDG ou le directeur du truc. En fait, de fil en aiguille, ils m'ont monté 2 crans au-dessus comme directeur commercial. Mais moi, je n'avais jamais fait ça. Et ils m'ont surestimé, pour être honnête. Parce que je pense que je n'étais pas du tout capé pour le poste. J'étais bon, j'étais pas intimidé par les gens que je manageais, des fois qui étaient plus âgés. J'avais pas
comme beaucoup de managers, peur de manager des gens. J'en avais déjà managé un peu quand j'étais au Panama. J'avais pas peur de ça. Ouais. Des gens qui étaient meilleurs que moi, des fois, sur le commerce. Donc, j'avais une crédibilité qui était moyenne. Et en plus de ça, c'était surtout la politique de la boîte je me sentais sale quoi. Quand j'ai quitté le poste, j'avais l'impression que les valeurs de la boîte correspondaient vraiment pas aux miennes. Je me sentais crade en fait, vraiment. Et quand tu dis, c'est-à-dire que toi, tu avais déjà, quand tu dis tes valeurs, c'est-à-dire que tu connaissais déjà tes valeurs et que tu as pris conscience qu'en fait, c'était décalé et que ça te faisait justement tu étais dans un mal-être, quoi. Je ne savais pas si je connaissais mes valeurs parce que c'était des termes très coach comme à l'époque, je n'avais pas du tout en tête à ce moment-là, en tout cas. Parce que les termes de valeurs, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire énormément grand-chose. Mais enfin, ceux qui ne sont pas intéressés au développement personnel, je pense. Mais en tout cas, je trouvais que la façon dont ils traitaient les gens était juste inhumaine. Je me rappelle qu'il y avait une formation, c'est comme ça que j'ai fait ma transition. Par contre, on avait une formation commerciale que j'avais adorée. C'est ça. Et j'avais gardé contact avec le mec en lui disant « Putain, ton métier est top. Former les gens et tout, je trouvais ça excellent. » En plus, il y avait un sportif de haut niveau qui était venu nous voir et qui nous avait expliqué comment lui, il avait gravi des montagnes. Il en avait gravi 4 ou 5, il voulait gravir tous les plus grands sommets du monde et tout. Donc, c'était un truc incroyable pour moi de voir. C'est très inspirant pour moi de voir ça. Et j'avais beaucoup aimé le côté motivation qu'il nous avait donné. Moi, ça m'avait vachement parlé. Ouais, pour revenir sur ta question initiale, les valeurs n'étaient pas là parce que il nous disait qu'on pouvait mentir au téléphone, que globalement, de toute façon, les gens ne restaient pas plus de 3 ans, que c'était du bétail, qu'on nous disait des phrases comme ça. Donc, moi, j'étais directeur, donc j'avais accès directement aux informations. On avait même des documents qui nous invitaient à mentir. Ça, quand je suis parti, je les ai un petit peu mis sous pression en leur disant, écoutez, ce serait pas cool que ces documents partent un peu n'importe où. Hein, moi aussi, j'ai joué mon moyen de négociation, c'est bien. Ils m'ont manipulé, je manipule aussi. Voilà, quoi. C'était peut-être pas la meilleure arme, mais en tout cas, j'avais envie de partir avec un petit ballon doré. Et en soi, j'ai réussi. Ouais, voilà. Donc, en fait, quand tu as dit, maintenant, je comprends mieux quand tu dis, je me sentais crade, c'est-à-dire que, voilà, tout simplement, ce qui te faisait faire, te convenait pas et voilà, c'était pas toi. Et puis... Il y a eu 2 événements chocs qui m'ont marqué, qui m'ont amené au burn-out. Le premier, c'est que j'avais rediscuté avec des directeurs techniques au Panama. J'avais réouvert toute l'Amérique latine, c'est-à-dire j'étais allé jusqu'à contacter des PDG au Mexique pour ouvrir le commerce là-bas. Et il y a un petit commercial qui a, et je fais exprès de dire petit parce que c'est petit ce qu'il a fait, il a pris mon carnet d'adresse sans prévenir et il a recontacté le mec, il lui a donné rendez-vous, parce qu'il n'avait même pas vérifié où il était. Donc il a donné rendez-vous à Paris alors que l'autre était au Panama. Et ensuite, j'ai eu un mail le lendemain, moi je n'étais pas du tout au courant, où le directeur me dit « Mais qu'est-ce que c'est que votre commercial qui me donne rendez-vous alors qu'il n'y a personne ?» Et le commercial qui me dit « Ah, je ne me suis pas rendu compte que c'était au Panama. » Donc il a en 12 pris mes coordonnées, il a en 12 contacté le mec, et sauf qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il m'a décrédibilisé. Puis là, ça touchait directement mon ancien métier où j'avais adoré travailler chez Alstom. Donc j'étais très, très en colère par rapport à l'image que ça dégageait sur moi. Parce que forcément, ça a répercuté une mauvaise image pour moi, parce qu'après, la personne qui me répond, forcément, elle avait été. C'est un mec qui, en plus, qui a un haut poste comme ça. Déjà, c'est dur d'avoir un rendez-vous avec lui. Si en plus tu le fais déplacer pour rien, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Donc ça m'a foutu un premier coup d'arrêt. Le deuxième, c'est qu'il y avait une coach, justement, en interne qui me coachait des fois. Donc, ils avaient une coach interne dans la boîte. Sauf qu'une fois, j'étais au bout du rouleau, je lui partage tout ça. Je vais dans la salle à côté pour continuer à travailler. Puis je l'entends qu'il discute avec le PDG en disant « Ah, ça va, il tient encore, il faut qu'il fasse ci, ça. » Et en fait, je me dis « Mais la confidentialité, il y en a zéro, en fait. » Ouais, donc ça, c'est les... Ouais. Et donc, du coup, ça m'a vraiment foutu un deuxième coup d'arrêt, là, où je me suis dit « Ok, en gros, je suis un cobaye. Moi-même, je suis comme les gens que je recrute. C'est juste du bétail. » Enfin, ouais, ça m'a... Donc là, ouais, j'ai eu un vrai coup d'arrêt, premier coup d'arrêt de ma vie, je pense vraiment, où je me suis rendu compte pour la première fois que tout n'était pas possible et que il y a des choses qui te résistent et que c'est pas en poussant toujours qu'on y arrive. Dans le truc de motivation, on va dire, il suffit de pousser pour réussir. Là, j'ai poussé, puis j'ai terminé à l'hôpital, c'est tout. Voilà, donc c'était la conclusion, quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'était une ton premier burn-out, en tout cas, qui t'a mis down, on va dire. Et puis, Et tu restais combien de temps, du coup, hors circuit, si je peux dire Je suis resté pas longtemps, je suis resté 2-3 mois. Ok.
Ouais, quand même. OK. Et après, j'ai commencé à créer ma boîte. Et après, je me suis dit, c'est bon, je crée ma boîte, je m'en fous. Qu'est-ce J'avais qui déjà fait du coaching qu'est-ce un qui peu. t'a déclenché justement le fait, tu dis: «Voilà, maintenant je vais créer ma boîte». Qu'est-ce qui t'a fait, Bah, je me suis faire dit, en fait, ça? j'aime pas travailler pour les gens. La seule personne, il y en avait une, effectivement, c'était le manager chez Alstom. Mais globalement, moi, j'étais trop indépendant. Heureusement, D'accord. lui, c'était un bon manager parce qu'il avait compris comment j'étais. Donc, il me laissait beaucoup d'autonomie. Mais je pense que la majorité du management, alors le management change aujourd'hui, mais enfin, de ce que j'ai vu, c'est très directif, c'est tu obéis aux ordres, il y a pas ce truc d'autocratie que je me suis renseigné après. Donc, les sociétés où chacun est Mmh. autonome dans sa tâche, c'est encore très, très rare. Et donc, le Ouais. modèle de management aujourd'hui, pour moi, est un modèle un peu obsolète. Donc, en fait, Mmh. je n'avais pas envie d'être dirigé. Et si je devais diriger, c'était en ayant une autonomie et une marge de manœuvre quasiment totale sur mon poste. Et du coup, bah, ce n'est pas le cas de la majorité des boîtes, on ne va pas se mentir. Mmh. Donc, moi, je me suis dit, bon, maintenant, je travaille à mon compte, je fais mon truc à ma sauce et Mmh. je démarre l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, à l'époque, j'ai regardé pas mal de vidéos, tout ça, que j'avais suivi Blogueur Pro, là, pour ceux qui connaissent. Ouais. OK, J'ai ouais. créé mon premier blog. À l'époque, c'était des blogs, c'était il y a longtemps, ça 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc du coup, tu as défini, le domaine dans lequel tu voudrais être entrepreneur. C'est le même domaine, sur lequel tu avais travaillé Non, auparavant? D'accord. non, j'ai galéré. Au tout début, je m'étais coach, ça ne servait à rien. Les gens, ils coachent de quoi? Ça sert à quoi? Coach pour qui? Pourquoi? Pour aider sur quoi? Coach de vie. En plus, c'est pas trop connu, Ce qui est marrant, enfin, c'est que les coachs, pas trop connu, ouais, il y a quelques années en plus. ouais, et même si c'est connu, en fait, ce que je pense, c'est que, et là, c'est du marketing dont je parle, parce que je suis quand même plutôt, enfin, c'est un peu mon domaine d'expertise quand même, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, les gens n'achètent pas un moyen, ils achètent un besoin. Mmh. J'achète pas un coach, j'achète pas un thérapeute, Mmh. j'achète, par exemple, si je suis stressé, j'achète quelqu'un qui m'aide pour mon stress. C'est Je m'en ça. fous qu'il soit coach, thérapeute, conseiller, euh, Mmh. psychoanalyste. Ça m'intéresse que les coachs de savoir si un tel est coach, C'est qu'il est ça. certifié ou pas. En fait, quelqu'un qui a un problème, il veut quelqu'un qui résout son problème. Ouais, Ils le s'en fout un peu résultat, de quoi. savoir. C'est clair, ouais. Ouais, la plupart des gens, ils tapent quoi sur Google? Vous croyez qu'ils tapent coach? Et en général, quand ils tapent coach, d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience, hein, ce qui va ressortir, c'est école de coaching. Parce que quand on tape coach, c'est pour Mmh. être coach soi-même. C'est C'est ça, pas pour trouver un c'est vrai, coach. c'est ça, c'est Donc, vrai. c'est marrant comment les gens, et d'ailleurs les coachs, vous qui prétendez être en empathie, je charrie un peu, mettez-vous en empathie, l'autre ne cherche pas forcément à être comme vous, il cherche quelqu'un qui résout son problème. C'est Donc, ça. ça, j'ai pris longtemps à le comprendre, je charrie là, mais il m'a fallu 2-3 ans pour comprendre que faut que je parle des problèmes des gens. Il ne faut pas que je parle de qu'est-ce que c'est que le coaching. On s'en fout de ce que c'est que le coaching. En fait, ce qui Donc, intéresse les gens, c'est leur juste, problème. je me permets à chaque fois juste pour faire Je le t'en prie, point. je t'en prie. Donc, du coup, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, mais en termes de revenus, enfin, est-ce que tu as arrêté complètement une activité pour avoir des revenus ou tu avais des économies ou, enfin, voilà, concrètement, en Ah fait? oui, c'est ça. Alors, j'avais le chômage. Ouais, Donc, j'ai utilisé le chômage pendant 2 ans. ok, Et j'ai dépensé tout mon chômage en galérant. J'ai fait des écoles pour essayer de savoir comment faire l'entrepreneuriat. J'ai fait l'ADI, qui est pas mal pour démarrer, je trouve. J'ai fait ok, plusieurs micro-trucs pour apprendre à démarrer. ok. Voilà, je dépensais 3 fois plus que je gagnais. De Et que l'investissement aussi, on peut le voir comme de l'investissement, ouais. ouais. Aujourd'hui, je pense que c'était surtout que je m'étais très dispersé, que j'allais dans tous les sens. Et je ne le referais pas du tout de la même manière si je Mmh. Moi, je dis souvent, j'ai une expression pour charrier un peu les gens qui veulent être entrepreneurs, et je le dis en étant provoque, hein, c'est mon côté provocateur. Un, un- un- voilà, un coach ou un entrepreneur qui n'a pas de clients, c'est juste un chômeur qui ne s'assume pas. Ça veut dire quoi? Ok, Ça veut dire que c'est mieux de se dire qu'on est entrepreneur que de se dire qu'on est chômeur. Parce que tant qu'on n'a pas de clients, on est juste chômeur en réalité. C'est c'est tout. vrai. C'est vrai de se dire qu'on est entrepreneur en cours, bon, c'est quand même plus sympa. En vérité, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, ses clients sont ses patrons en réalité. Donc, Ouais, ouais. c'est ça Ok. la vérité d'entrepreneur. Donc, il faut avoir des clients. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de business, quoi, c'est tout. Ouais, c'est clair. Ok, donc du coup, tu as vécu enfin, voilà, du chômage qui t'était attribué. Du coup, après 2 ans, ça commençait à fonctionner pour avoir justement Non, des... non, ça ne fonctionnait pas. Ok, Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas prendre de coach business parce que j'avais beaucoup de culpabilité sur l'argent, justement. C'est pour ça que j'en parle aussi bien aujourd'hui. Et du coup, je ne me sentais pas légitime, tout ça. Bref, je vendais mes coachings des cacahuètes, hein. Ça pouvait être 50 € de l'heure. Donc, j'ai fait beaucoup de diplômes pour me sentir légitime, hein. J'ai fait un diplôme à HEC, ça a coûté 12 000 €.
j'ai fait une certification en hypnose ericksonienne. Ok. Donc, et les PNL aussi, à l'IFHE, tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de diplômes déjà qui m'ont permis d'avoir un peu plus de crédibilité. J'ai fait aussi moi-même beaucoup de coaching et thérapie. Je suis toujours atterré par les coachs d'ailleurs qui veulent être coach sans eux-mêmes avoir fait aucun travail sur eux, thérapeutique ou coaching. Ouais, Je trouve que on se rapproche dangereusement du gourou. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui veulent être coach que c'est pas mal d'être supervisé quand on est coach, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, qui nous accompagne. Parce que sinon, on peut très vite passer dans n'importe quoi. D'ailleurs, même les thérapeutes, ils ont leur thérapeute aussi pour pouvoir justement superviseur ou extérioriser, thérapeute. superviseur. Ou Ok. thérapeute aussi. Ouais. En tout cas, je pense que c'est toujours important de continuer à travailler sur soi, peu importe qu'on ait 5 ou 10 ans d'expérience. Donc voilà, j'ai repris un CDD ou CDI, j'ai refait 3-4 mois de CDD, j'ai repris un CDI 4 mois, mais cette fois-ci comme formateur, où j'ai beaucoup appris. J'ai arrêté au bout de 4 mois. Fin de période d'essai, en fait, ils ont fait 3 mois plus 2 mois. Ouais, 5 mois. J'ai fait période d'essai renouvelée. Ensuite, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai refait encore un CDD de quasiment 1 an. Celui-là, c'était il y a 2 ans. Et là, ça fait 2 ans maintenant que je tourne. Ok. Donc, j'ai enchaîné, puis CDD, CDI. Donc, les CDI, CDD que tu as enchaînés, c'est principalement pour vivre, quoi, enfin, pour avoir quand même des revenus. Et est-ce que quand même, tu choisissais, enfin, si tu avais bien sûr, si tu choisis dans ton domaine de prédilection, dans la formation, parce que tu commençais à te diriger vers ça, ou un truc complètement, enfin, voilà, juste uniquement dans tes compétences? Très bonne question, parce que si c'était à refaire, et je l'ai conseillé pour d'autres personnes que j'ai accompagnées dans le business, c'est que je recommencerais en faisant mon travail et à côté, développant mon entreprise jusqu'à ce que je gagne autant que mon travail, pendant au moins 3-4 mois d'affilée. Et je pense que c'est plus sécurisant de faire la transition progressive. Après, on peut aussi se lancer comme ça, et c'est le cas aussi de beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que c'est même ton cas, je crois, ça. Mais moi, mon expérience, c'est que j'étais pas bon au niveau marketing et commercial au début. Et après, du coup, oui, j'ai choisi des métiers qui me permettaient de me développer. J'ai choisi un CDI de formateur que je comptais arrêter avant la fin de la période d'essai. Mais ils m'ont renouvelé, donc ça m'a fait cool. On a renouvelé la période d'essai. J'étais presque content qu'ils la renouvellent. De toute façon, voilà. Et après, pareil. Alors après, si je devais recommencer encore un CDD, un CDI, ce que je ferais, c'est que je travaillerais comme indépendant pour un autre entrepreneur. C'est-à-dire que aujourd'hui, je travaille encore avec un organisme de formation. Je ne travaille pas toujours en direct avec les clients. Je pense qu'un bon entre-deux entre salariés et entrepreneurs indépendants, c'est de travailler pour des organismes. C'est-à-dire en tant qu'indépendant, ou des infopreneurs connus. Parce que quand on travaille avec des infopreneurs connus, on peut avoir un salaire qui n'est pas mirobolant, mais qui est quand même récurrent. Et surtout, le fait de fréquenter, comme tu le suggérais, des gens qui font ce qu'on veut faire, ça aide beaucoup quand même. Ouais, ça t'inspire, ça te donne des idées, ça nourrit en fait ton futur, ta mission ou le métier que tu voudrais faire idéalement, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Du coup, je ne sais pas tout ce que je te dis. Non, c'est ça. Donc, tu m'as dit, donc, il y a 2 ans, tu avais fait ton dernier CDD ou CDI. Et du coup, ça veut dire que depuis 2 ans, tu vis de ton métier, en fait, toi, en tant qu'indépendant entrepreneur. C'est ça, depuis 2 ans. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a permis, en fait? C'est le fait de trouver plus de clients? Est-ce que tu penses que c'est grâce à tes formations ou à tes expériences que tu as eues, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant? Qu'est-ce qui a fait, en fait, que tu as commencé à en vivre, en fait, de ton activité? En plus, moi, j'ai démarré, j'ai commencé vraiment à vivre en plein fin de Covid. Ah ouais, ok. C'est vraiment l'expérience, début de Covid, je veux dire. Mais après, c'est vraiment l'expérience des années passées, les articles, les pages que j'avais écrits, le référencement, les stratégies marketing. Ok. Et après, le vrai déclic, c'est que je me suis fait accompagner, encore une fois. Je me suis fait accompagner par un coach business, que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Julien Missy, voilà. Ouais. C'est pour toi, Julien. Et du coup, et Alexandre Cormon aussi, qui m'a beaucoup aidé sur YouTube. Voilà. D'accord. Je donne mes sources, c'est OK. Donc, je me suis fait accompagner sur le business, alors qu'avant, je pense que je crachais beaucoup sur le business en disant c'est nul, ça ne me sert à rien. Et c'est con, hein, mais j'ai investi sur le business. C'est là où j'ai gagné le plus d'argent parce que
une fois qu'on investit vraiment sur soi, sur les parties qui posent problème, bah, voilà. Et le business, c'est quand même le cœur de, de la rentabilité d'une activité. Donc, si si on veut faire du bénévolat ou des associations, bah, il y en a plein. Mais si on veut vivre de son activité, je pense qu'il faut s'intéresser au business, quoi. Ouais, Et donc, c'est ce que j'ai fait en fait. À partir de 2 ans, il y a 2 ans derrière, j'ai commencé vraiment à me former sérieusement sur le business. ouais. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en vivre, je crois. Et donc, tu m'as dit qu'avant, tu crachais sur le côté business, c'est-à-dire que tu avais une croyance qui disait, enfin voilà, pour toi, le business, c'est mal, entre guillemets, j'imagine, et C'est qu'après, ça, tu ouais. as switché, quoi, c'est ça? Tu as fait J'ai le. fait un énorme travail, hein. Au tout Ok, début, quand je faisais du commercial, des fois, il y a des gens qui me proposaient des livres en échange de coaching. C'était n'importe quoi. Il y a des gens qui me proposaient des trucs. Je d'accord. coachais gratuitement pendant 4 heures en espérant qu'au bout d'un moment, l'autre se sente suffisamment coupable pour me payer quelque chose. Je Ah ouais, demandais combien tu veux me payer. Enfin, ouais, c'était l'enfer. ah ouais, Alors, d'accord. la seule chose que ça a été utile, c'est que les 10 premiers clients qui sont quasiment rien payés, bah, ça a été mes 10 recommandateurs aussi, qui m'ont été ensuite avoir Hmm, d'autres clients. hmm, Le premier client, en fait, moi, c'est marrant parce que le coaching, c'était. J'avais fait un coaching, en fait, plus sur la confiance en soi, etc. Et en fait, il y avait des coachés qui m'avaient dit qu'il voulait être coaché par moi. Et je me rappelle que le premier coaché, c'est lui qui m'a dit qu'il voulait être coaché par moi. Ce n'était pas mon idée à la base. Et il m'a dit je vais te payer. Et moi, je ne voulais pas au début qu'il me paye. Il m'a dit si, je m'ai apporté plus que l'autre coach en 1 heure. Et je fais ah bon, reçois mon argent. C'est incroyable, Je ne voulais même pas qu'il me paye. Je Ouais, ne voulais pas qu'il me paye. Pour te ouais, dire, j'avais vraiment des valeurs de. Moi, j'étais dans le truc aider les gens, c'est gratuit. Parce que quand on vend des services, c'est différent des produits, c'est on peut croire que donner un conseil, c'est gratuit, machin, mais en fait, non. Et surtout dans un pays où en fait, on a tout qui est gratuit, les psys, les trucs, on a l'impression qu'en fait, ce qu'on fait devrait être gratuit, mais non. ouais, ouais. Et c'est là où justement, il vaut mieux avoir une expertise quand même. Parce Hmm, que si on est juste généraliste, bah, on ne voit pas pourquoi ce serait plus cher que les autres. Mais si on ouais. apporte vraiment une expertise, là, il y a une valeur ajoutée plus grande. Hmm. Non, c'est que c'est clair, c'est très intéressant parce que c'est tout le rapport à l'argent, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, en fait, les injonctions ou autre, tout ce qu'on nous a mis, ou ce qu'on a compris, nos perceptions, en fait, de ce qui avait, enfin, le lien de nous avec l'argent, etc. Ce qui fait que ça a un impact direct, en fait, sur ton activité, du coup, sur ta vie, quoi, parce que tu arrivais pas à vivre de ton activité à cause, justement, enfin, principalement, on va dire, de ce rapport à l'argent. Parce qu'on se dit, oui, on va pas monétiser notre conseil, etc., parce qu'on est Ah dans oui, mais il y a mon l'aide, éducation etc. aussi. Mm. Mon éducation, j'ai oublié d'en parler. Mes parents, quand j'ai dit que j'arrêtais de faire ingénieur et que je faisais coach, ma mère, elle est pédopsychiatre. Alors imagine-toi. Donc déjà, pour elle, les coachs, Ah c'est oui, c'est le ramassis de merde de la psychologie, oui, quoi, en oui, oui, gros. voilà, je comprends. Ok, ouais. Et pour mon père qui était. Non, mais c'est carrément les mots que j'entendais. Hein. Et D'accord, ok. pour elle, c'est du McDonald's de la psychologie, quoi. C'est le coaching. Ouais, ouais. Donc, elle avait ce genre de McDonald's discours. de la gastronomie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Tu compares la psychologie à un psychiatre avec. En même temps, bon, elle est pas. Aujourd'hui, elle a changé d'avis. Hein. J'ai pu en parler avec elle et ça s'est heureusement désamorcé. Mais sur les premiers Mm, 6 mois, un an que j'ai voulu vraiment démarrer mon activité, j'ai quasiment coupé les contacts avec mes parents. Parce que mm, c'était trop difficile d'entendre leur retour. En fait. Mon mm. père, il avait acheté un bouquin où il avait marqué les coachs arnaques. Il avait passé à mon frère parce qu'il n'osait pas me le dire en face parce qu'il avait bien vu que j'étais évitant. Et mon frère qui vient et qui me dit tiens, papa m'a passé un bouquin pour toi, je pense que ce serait très intéressant pour ton activité. Ouais. Les coachs arnaques, je fais merci, c'est très gentil de la part de papa, hein, franchement. Il voulait te faire passer Surtout un de le faire message. passer par un intermédiaire comme toi. C'est sûr qu'il n'aurait pas pu me le donner en main propre, il faut passer par toi. Pour que même toi, tu sois contre moi, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Quoi. Ah ouais, ouais. Donc, j'étais pas soutenu, hein, on peut dire, au niveau de la famille. J'imagine, ouais. Alors, un truc qui m'a aidé, je le donne pour les gens qui ont des parents qui ne sont pas dans le délire, c'est j'ai marqué sur mon téléphone maman entraîneuse, papa entraîneur et frère entraîneur. Donc, quand ils m'appellent, je sais que c'est pour l'entraînement, quoi. C'est pour vérifier que je suis toujours à fond. Ah, ok. Ils testent, en fait, c'est pour tester si je suis toujours aligné avec ce que j'ai envie, en fait. Ouais, ouais, Je les c'est vois comme ça. des entraîneurs. En fait. Un Non, mais entraîneur, c'est il va te bien, dire. ouais, cette idée-là, en fait, justement, de changement de perception. En fait, tu dis, ben, ils sont là pour m'entraîner, pour que je puisse m'affirmer encore plus, en fait, en tant que coach. Et ils me testent, quoi. Donc, ouais, non, ok, Pas que je ça. vois. Hein. Je pense qu'ils sont là pour m'entraîner parce que mes 2 parents sont médecins sur le fait que j'ai toujours des valeurs morales et éthiques. Hmm, Et en fait, comme toujours, quand les gens te font chier dans ta famille, c'est aussi qu'il y a une bonne intention derrière, même si elle est très maladroite. hmm, tout à fait. Et l'intention de mes parents, c'est de vérifier que leur fils fasse un métier où il respecte toujours les valeurs humaines, il aide vraiment les gens, il s'intéresse vraiment à l'humain,
et, et qui peut rester généreux et ouvert et des choses comme En ça. fait, qui peut changer de métier tout en respectant les valeurs inculquées en fait, dans la famille ou les valeurs que vous partagez en tout cas, ou les valeurs de Ouais, tes alors parents. après, mon père, il a eu des gros problèmes et mes parents sont séparés aussi à cause de ça, je pense, en l'occurrence, mais pas que à cause de ça. Mais mon père, il était pas du tout focalisé sur l'argent, il a fait Médecins sans frontières. Mmh. Et donc, j'ai eu un héritage vraiment basé sur le bénévolat et l'associatif de mon père. Mmh. Donc, j'ai eu beaucoup. C'est intéressant quand on parle de l'argent d'aller regarder sur l'héritage psychique comment ses parents se comportent par rapport à l'argent. Mmh. Parce que ça dit beaucoup de nous, en fait, sur comment on se comporte aussi, même si on ne veut pas le reconnaître. Ouais, On ouais. va faire l'opposé de ce que font les parents ou on va faire exactement la même chose, en gros. Mmh. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, mon père, il avait une valeur à l'argent qui est, en fait, c'est l'humain en premier. C'est-à-dire, en fait, voilà, je suis désolé, mais je ne ferai jamais le métier de mon père et franchement, c'est honorable ce qu'il a fait, mais enfin, je sais pas, quand tu vas dans des pays où il y a des guerres, où il y a des maladies totales, où il y a la moitié de la population qui est en train de crever, donc c'est complètement la merde. Tu vas pas commencer à dire combien j'ai gagné d'argent, machin. Tu le fais parce que tu as envie vraiment d'aider les gens. Mmh. En plus, l'associatif, c'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. Donc, bon, il a choisi de faire une vie qui était basée avant tout sur le fait d'aider les gens là où c'est le plus compliqué. Après, il aurait très bien pu gagner de l'argent en plus. Mmh. Et je pense qu'un gros truc pour moi qui a été important dans mon déclic là-dessus, c'est je peux être humain et gagner de l'argent. Et ma coach qui m'avait aidé, elle me disait, dis la phrase suivante, alors j'aime bien l'argent, j'aime bien gagner de l'argent, et encore plus difficile, j'aime bien gagner de l'argent et le dépenser pour moi. Ouais. Alors ça, c'était le summum. C'était C'était le difficile pour summum toi de le dire? C'était difficile pour Ah toi ouais, de le c'était dire? la culpabilité totale. C'était genre, j'avais l'impression d'être un enfoiré total. Genre, déjà, je gagne Incroyable. de l'argent. En plus, je le dépense pour moi. Alors là, c'est vraiment, ça se fait Ok. pas du tout, quoi. Ouais. Et Vraiment, je fais juste un petit parallèle avec ce que disait ma coach aussi, parce qu'on a suivi le même programme avec Julien Mézy, justement. Et ouais. on avait différentes coachs et sur le soit gagner de l'argent, soit l'humain. Mais en fait, elle nous disait, ben, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert, quoi. On peut prendre le Ouais, c'est fromage ça. et le dessert, quoi. Donc c'est ça. C'est ça. Ouais, Exactement. Ouais, c'est ça. Faut remplacer les ou par des et. c'est C'est ça. ça. C'est ça. Ok, donc du coup, ouais, il y a l'héritage familial aussi qui fait que, ben, bien sûr, ça nous nourrit, enfin, nos croyances et du coup, qui fait que, ben, quand on travaille dessus, c'est là où on peut aussi avoir des déclics. Et donc, du coup, la question est la suivante par rapport justement, quel rôle a joué, parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit, tu as pris du coaching business et tu m'as parlé aussi de mindset, donc vraiment la partie état d'esprit, évolution de l'état Ah oui, oui, d'esprit, j'ai fait beaucoup de ça. donc développement personnel. Donc, quel rôle a eu justement l'état d'esprit, mindset, le travail sur le mindset par rapport à ton activité, par rapport à ton business en fait? Ah oui, mais alors, j'ai été accompagné par une thérapeute, Françoise Léonie Van Gover, et plusieurs autres thérapeutes, d'ailleurs, pas que elle. J'ai dû dépenser plus de 50 000 euros Ah oui, d'accord. sur les 10 dernières années en accompagnement, hein, pour moi. Donc, je suis un gros fan, presque boulimique d'ailleurs. À un moment donné, j'ai dû apprendre à faire moins, mais donc, j'ai été accompagné. Ça a commencé quand j'étais directeur commercial, où j'avais un poste à responsabilité forte, et je me suis fait coacher en dehors de l'entreprise, hein, pas par la coach dont je parlais tout à l'heure. Mm. Je me suis fait coacher plus sur de la thérapie, en fait, hein. C'était plus de la thérapie, puisqu'on faisait de l'hypnose, de l'EMDR. Ok. Et elle m'avait dit que ce n'était pas fait pour moi. Et cette dame m'a beaucoup invité ensuite à réfléchir à ce que je voulais faire un peu. Après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont aidé. J'ai fait un accompagnement avec Hugues Boulanger aussi, qui était quelqu'un qui aide pour la reconversion aussi. J'ai fait beaucoup d'accompagnements, mais en tout cas, j'ai une longue période sur la première année où je ne gagnais pas beaucoup d'argent parce que en même temps que je faisais mon activité, je crois que je cherchais aussi beaucoup qu'est-ce que je faisais. Mm. Et ce n'était pas évident pour moi de me positionner. Il y a toujours cette idée aussi que je vois chez beaucoup de coachs de se spécialiser, c'est se limiter en fait. La difficulté à se spécialiser dans un domaine, à vouloir rester généraliste, je m'occupe de tout le monde et de tous les problèmes. Et moi, j'ai eu aussi cette phase-là. J'ai eu beaucoup de mal en fait à me spécialiser. Mm. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, je te dirais que si j'avais pas été accompagné, au final, tous les investissements que j'ai fait dans l'accompagnement, ils ont été 50 fois plus rentables que ce que ça m'a coûté. Mm. Donc, c'est des vrais investissements, c'est pas des dépenses en fait. C'est pas on dépense de l'argent, on a des retours sur investissement, on va dire quoi. Énorme, énorme, énorme. La thérapie que j'ai faite m'a permis de. Après, ce qui est un peu déroutant quand on parle d'investissement, et c'est vrai pour l'immobilier comme plein de choses, c'est qu'on ne voit pas
la rentabilité immédiate. Les gens veulent réfléchir à court terme, mais quand on investit sur soi, sur des formations, machin, on ne voit pas la rentabilité immédiate. Mais aujourd'hui, quand je vois l'état d'esprit que j'ai comparé à celui que j'avais 10 ans, celui que j'étais il y a 10 ans, je vois à quel point je peux aider des gens sur plein de domaines parce que j'ai beaucoup évolué sur plein de domaines aussi. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, je me fais encore coacher aujourd'hui énormément. Mais en tout cas, je pense que c'est super intéressant ton domaine parce que j'ai traversé cette phase de recherche et je pense que ça aurait pu être moins long si j'avais été accompagné. Plus tôt, en fait, en tout cas. Plus tôt, ouais. Oui, enfin, oui, après, ça dépend aussi des fois, quand on est dans cette phase-là, il y a des gens qui ne savent pas que l'accompagnement peut les aider, mais après, c'est tout un... Voilà, c'est tout un truc. Mais en effet, c'est vrai que ça peut raccourcir en effet la période de reconversion. Ouais. Ok. Et donc, du coup... Ouais, un truc qui m'avait... Ouais. Ouais, juste un truc aussi qui m'aurait aidé, que je pense que toi tu fais et que la plupart des gens qui font ton type de spécialité font, c'est de réintégrer toutes les parts de moi que j'avais voulu mettre sur le côté. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais beaucoup renié, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que je sois ingénieur, chef de projet, en me disant, une fois que je suis coach, je suis plus ça. Et j'ai renié aussi le fait que je sois commercial. Et si vous faites le tour de mon histoire, vous voyez bien que c'est parce que aujourd'hui, je suis coach technico-commercial que j'ai réintégré et la partie ingénieur et la partie commerciale. Et aujourd'hui, c'est là où j'ai le plus de clients et je gagne le plus d'argent. Parce que ça fait sens par rapport à ma vie, en fait. Mais c'est ça, c'est que là, j'ai la chair de poule quand tu m'as dit ça. Mais c'est ça, c'est que finalement, tout a un sens, quoi. C'est sur le coup, on ne le voit pas. On ne voit pas, en fait, le sens des choses qui nous arrivent, même les choses qu'on perçoit négatives. Et finalement, en fait, c'est avec le temps qu'on peut se dire « Ah, mais c'est pour ça que j'ai eu ça, c'est pour ça que j'ai eu cette expérience, etc. etc. » Ouais. Et je me rappellerai toujours à partir du moment où j'ai changé mon CV et mon LinkedIn, où j'ai mis chef de projet, virgule coach, au lieu de mettre coach et rien d'autre, j'ai eu 4 fois plus de contacts. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas assumer ce que j'avais été dans le passé, à partir du moment où je l'ai assumé pleinement, justement, les gens sont identifiés à moi beaucoup plus parce que les gens qui avaient eu un parcours similaire ont pu se dire, bah oui, lui, il va mieux me comprendre, entre guillemets. Ouais, parce qu'il est passé par le même chemin, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Très bien, merci beaucoup pour ce partage en tout cas. Et puis, dernière question, et après, je te laisse tranquille. Avec plaisir. Donc, par rapport à... Parce qu'on parle beaucoup de mission de vie, on parle de rêve, etc. Oui. Est-ce que tu dis... Enfin, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu vis ta mission de vie? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que tu vis ton rêve? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que tu veux... Parle-moi de... J'aimerais bien savoir, en fait, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça. Déjà, je crois que la mission de vie, elle s'arrête jamais. Donc, j'aimerais que les gens arrêtent de croire qu'à un moment donné, ils ont une mission qui est écrite et que c'est réglé. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. C'est un processus, quoi. Ouais. Que c'est un processus qui s'arrête jamais. Moi, je peux dire ce qui m'anime, en fait, ce qui fait résonance chez moi, c'est surtout quand je vois des gens qui sont dans le repli sur soi, sur l'isolement, sur la peur, la frustration, parce que longtemps, quand j'étais jeune, j'ai perçu un vide ou un manque sur le fait de... à un moment donné, j'étais seul et je n'avais pas le courage de me sortir de mes peurs. Et donc, quand je vois des gens qui sont comme ça, bloqués, et donc ma mission de vie, comme elle m'a été formulée par plusieurs coachs, ce serait de dépasser les limites relationnelles des gens. C'est aussi là où j'ai mon plus grand talent et mon plus grand défaut. C'est que des fois, je peux être un peu envahissant dans l'espace des autres, mais en fait, j'aide les gens à dépasser leurs limites relationnelles. C'est-à-dire que ce soit pour trouver du boulot, par exemple, pour être commercial ou pour d'autres domaines. C'est là où il y a des enjeux forts avec un ou une inconnue, où on va devoir se vendre un minimum sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on appelle la prospection à froid, en fait. Ouais. Et la plupart des gens ont peur de ça. Et moi, je trouve ça extrêmement amusant d'être confronté à ça, parce que j'étais, en fait, plus jeune, j'étais énormément confronté à ça. Je l'ai mal vécu. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens qui ont vécu des blessures, je pense que j'ai surcompensé dans le sens inverse en me développant énormément par rapport à là où je pensais avoir des manques. Et du coup, quand je vois des gens qui sont mal à l'aise sur le fait de prendre leur téléphone et d'appeler ou d'arriver à se présenter en se sentant légitime dans ce qu'ils font, moi, c'est là où je prends le plus de plaisir à les accompagner, en tout cas. Génial. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors,
pourras m'accompagner sur ce point-là. La prospection à froid, L'aspect c'est génial. commercial, il y a deux aspects, hein, comme je dis souvent. Ou tu es un bon commercial ou tu es un bon marketeur. Euh, Tu peux être les deux aussi. Mais en tout cas, dans le business, je pense que c'est les deux voies que j'ai vues de réussite. Moi, je suis un très bon commercial, je ne suis pas bon en marketing. J'ai vu aussi des gens qui sont meilleurs dans le marketing et qui ont peut-être moins besoin du coup de faire du commercial. Mm. Ce n'est pas obligatoire, Ça peut se mais ça compenser. aide quand même. Ça aide quand Ouais. même. Ouais. Voilà. Ok, cool. Ok, ben très bien. Donc du coup, ce qui t'anime, en fait, tu réussis à le vivre, en fait, à le pratiquer. Là, à temps plein, du coup, puisque tu es à 100% sur ton activité. C'est juste. Ouais, ouais. Je vis à 100% de mon activité. Qu'est-ce que ça te procure, du coup, de faire ce qui t'anime, en fait, tout simplement? Je travaille trop, ma copine me fait des reproches. Il y a d'autres Ok. merdes qui se présentent. Mais tu aimes, Mais, c'est un choix de travailler trop, du coup, parce que tu aimes bien ce que tu fais, en fait. ouais, mais pas au point de laisser mes amis ou ma famille Ouais, ou ma compagne. Mais, ok. je pense qu'il y a un danger, comme toujours. Il n'y a pas que des avantages à faire que ce qu'on aime. J'aurais envie de te répondre, il n'y a que des avantages. Hmm. Non, c'est quand même une vie beaucoup, beaucoup plus agréable qu'avant. Mais il faut s'habituer à l'incertitude, à l'insécurité pour avoir être entrepreneur, à Hmm. le fait que les revenus ne soient pas toujours fixes, à avoir un niveau de complexité peut-être plus grand, et aussi à se rendre pas compte des heures qu'on passe des fois quand on est vraiment passionné, Hmm. et de pouvoir parfois sans s'en rendre compte mettre de côté d'autres choses qui sont aussi importantes. Je pense que quand on aime trop quelque chose, il faut se rappeler que c'est juste une pièce du puzzle de la vie, une Hmm. grosse pièce, mais Hmm. c'est une pièce. Le Hmm. puzzle a d'autres pièces. Donc je pense qu'il faut faire attention parce que pour avoir été dans un burn-out, il y a eu des fois où en tant qu'entrepreneur, je suis de nouveau parfois, je me suis parfois rapproché encore de cet état où je veux trop en faire. Et je Hmm. pense que probablement tu accompagnes aussi les gens là-dessus. Il faut trouver un juste équilibre entre l'harmonie de faire des choses qu'on aime et puis aussi se laisser des temps de repos et Hmm. de recharge. Et aux autres domaines de vie, en fait. C'est ça. Voilà, parce que l'idée, c'est d'avoir un équilibre dans tous les domaines de vie. Et justement, quand il y a une branche qui se développe beaucoup trop, ben, elle peut emporter les autres, quoi. Et l'arbre d'une manière générale, quoi. Ouais. C'est ça, Mm. tout à fait. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut faire attention avec l'extrémiste. La vérité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Moi, je suis fait pour ça. C'est pour ça que je m'étais en garde sur la mission de vie. C'est pas genre j'ai une mission et je fais plus rien, quoi. Mm. Je fais que ça. Je pense Mm. que pour moi, je différencie souvent le succès du bonheur. Et il y a un mensonge qui est que être dans la réussite, ça apporte forcément du bonheur. On peut Mm. réussir en étant triste, on peut rater en étant heureux. J'invite juste les gens à réfléchir là-dessus. Ouais, belle ouverture de fin, du coup, Ouais. Très bien, bon, super. Il y a un travail Yes. sur l'être et un travail sur le faire. C'est pas le même travail. Mm. Mm. Et il y a autant de définitions de la réussite que de personnes, en fait, finalement. Chacun a sa définition de la réussite, en fait. En tout cas, quand on est dans la réussite et qu'on est heureux, ça s'appelle le flow. J'invite les gens à lire Ah, Miazevich, je sais plus c'est quoi, Miazevich ou je sais plus comment il s'appelle. C'est un espèce de, je sais plus de quelle nationalité. Bon, c'est un livre passionnant sur comment les gens atteignent cet état de grâce où on voit plus le temps passer parce qu'on est dans une activité qu'on aime et qu'on fait avec plaisir. mm. Il s'appelle comment, le livre, si jamais? Est-ce que tu as le Le nom ou... flow, tout Le simplement, flow, c'est d'accord, le flow. Ok, ça marche bien. Super. le flow, Miali. Alors attendez, je vais essayer de le prononcer. Il est compliqué. Miali Seasoned Ah, je Me. vois. Ouais, ouais. Flow. Ok, ben, je le mettrai dans la Voilà. description. Très bien, ben, merci Raphaël. Pour ceux qui veulent te suivre, voir ce que tu fais, éventuellement te faire accompagner par toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, s'ils veulent se faire accompagner, ils peuvent me trouver sur coachingcommunication.fr. Je dis .fr parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pris le .com, donc Ok. ce n'est pas moi. Ok. .fr. Ok. Et vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, sur Coaching Communication, Raphaël Diaz. Voilà, vous avez même un 3 erreurs de débutants en vente si vous rentrez votre mail qui vous sont offertes, qui vont vous faire Génial. éviter de perdre des heures de prospection sans aucun résultat, avec toutes les déceptions qu'on a derrière. J'en profite pour faire un peu de commercial. Ça va très Donc, bien. Tu es dans ta mission, du coup. Vas-y. voilà, c'est ça.
Donc, si vous voulez avoir des conseils gratuits, voilà, j'offre 3 conseils. Parfait, ben, super. Très bien, merci beaucoup pour ton temps. J'étais ravie d'en savoir plus sur ton parcours, du coup, au travers de Yes. cette interview. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.